Bonjour à tous, merci Arnaud pour cette introduction, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je m'appelle Gabriela Rezende, je suis docteur en neurosciences cognitives et aujourd'hui je vais vous parler de l'entraînement cognitif via la méditation de pleine conscience chez l'enfant et chez l'adolescent en passant par des aspects cognitifs et physiologiques. Le cerveau doit souvent gérer un paradoxe entre la richesse d'informations présentes dans notre environnement et les capacités attentionnelles qui sont limitées. En effet, notre cerveau ne peut pas traiter l'ensemble d'informations en provenance de notre environnement. Pour cela, il doit faire appel à une fonction cognitive de haut niveau que l'on appelle l'inhibition, ou contrôle inhibiteur, ou encore CI pour les intimes. Le CI est l'habilité à résister aux automatismes, tentations, distractions ou interférences, ainsi que s'adapter à des situations conflictuelles. Diverses études ont montré le rôle primordial du contrôle inhibiteur dans la réussite académique, dans la réussite professionnelle et aussi dans la santé physique. De plus, des déficits de CI ont été rapportés dans de nombreuses pathologies comme la schizophrénie, les troubles des addictions, les troubles de conduite, entre autres. De par son importance, le CI a été étudié à plusieurs niveaux, comme le niveau cognitif et le niveau physiologique. Dans les niveaux cognitifs, on fait face à plusieurs catégorisations du CI en fonction à la fois du contexte dans lequel il intervient et aussi de la nature du processus engagé. Une distinction semble être très importante, c'est celle entre l'inhibition froide et chaude. L'inhibition froide intervient dans des contextes dépourvus de sources émotionnelles, tandis que l'inhibition chaude, elle, a lieu dans des contextes affectivement chargés impliquant la régulation des émotions. En effet, des études en imagerie ont montré des bases cérébrales activées spécifiquement pour chacune de ces composantes, c'est-à-dire que le CI froid engage principalement les régions dorsolatérales du cortex préfrontal, alors que le CI chaud engage les régions ventrales et médianes. Un exemple concret du CI froid est lorsqu'on doit inhiber le bruit environnant, par exemple les travaux chez les voisins, afin de pouvoir se concentrer sur une tâche donnée. Et pour le CI chaud, un exemple, c'est la maîtrise de ses émotions pour bien parler en public. Une autre distinction qui semble être très importante est celle entre l'inhibition de la réponse et le contrôle de l'interférence. L'inhibition de la réponse permet le blocage d'un comportement réflexe ou impulsif, alors que le contrôle d'interférence implique la gestion de l'interférence provoquée par un stimulus distracteur, qu'il soit endogène ou exogène. Un exemple de l'inhibition de la réponse, c'est lorsqu'on s'arrête de traverser la rue à la vue d'une voiture qui s'approche. Pour le contrôle de l'interférence, le meilleur exemple qu'on peut donner est celui de la tâche de Stroop, dans laquelle on doit dénommer la couleur dans laquelle est écrit un mot sans se faire court-circuiter par la lecture de ce mot. Ça revient à dire bleu comme réponse au moment où on voit rouge écrit en bleu. En regardant de plus près le développement du CI, on voit qu'il se distingue progressivement des autres composantes exécutives, c'est-à-dire des fonctions de haut niveau, des fonctions exécutives, donc des fonctions cognitives de haut niveau, telles que la mémoire de travail et la flexibilité mentale. C'est vers l'âge de 10 ans que cette fonction devient une fonction exécutive à part entière. Siégeant notamment, bien que pas exclusivement, dans le cortex préfrontal, le CI subit l'influence de la maturation tardive de cette région cérébrale qui se poursuit jusqu'au début de l'âge adulte. Cependant, il existe de spécificités développementales liées à chaque composante du CI, c'est-à-dire à chaque type de CI. C'est le cas du développement pour le CI froid et le CI chaud. Le CI froid se développe de manière linéaire de l'enfance à l'âge adulte, comme le témoigne l'amélioration de score de Stroop, c'est-à-dire de temps de réponse plus rapide, de l'enfance à l'âge adulte. En revanche, le développement du CI chaud rencontre un pic émotionnel pendant l'adolescence, qui en fait définit la surexcitation de systèmes responsables de gérer les émotions et les stimuli sociaux, ce qui fait que les adolescents, dans une tâche de Stroop émotionnel, ont des performances plus affaiblies en comparaison aux enfants et aux adultes.
de par la malléabilité du cerveau et l'immaturité de ses processus cognitifs, il y a un grand intérêt pour étudier l'enfance et l'adolescence. En effet, l'enfance et l'adolescence sont des fenêtres développementales de forte plasticité du cortex préfrontal, comme j'ai dit, le principal siège du contrôle inhibiteur. Et l'entraînement exécutif, à ces âges-là, peut susciter des changements neurocognitifs via des interventions scolaires, des jeux vidéo et d'autres pratiques. Parmi ces pratiques, on peut citer la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience est définie comme un exercice d'attention porté délibérément sur le moment présent sans jugement associé, ainsi que l'état de conscience éveillé qui en découle. De nombreuses études rapportent des effets de cette pratique à la fois sur la cognition, sur le bien-être et le cerveau, et ce, chez la population typique et clinique, tous les âges compris. De plus, des études en neuroimagerie présentent de bases cérébrales spécifiques activées par cette pratique, et ce en lien avec chaque composante de la méditation de pleine conscience, à savoir la régulation attentionnelle, la gestion émotionnelle et la conscience de soi. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces bases cérébrales recoupent plusieurs fois celles activées par le contrôle inhibiteur. Il est maintenant connu que les enfants bénéficient particulièrement des interventions de pleine conscience, notamment lorsque celles-ci ont lieu en milieu scolaire. Et bien que moins nombreuses, des améliorations sur le bien-être et la régulation émotionnelle ont été rapportées après un programme de méditation chez les adolescents. Afin d'étudier les effets d'un entraînement exécutif ciblant directement ou indirectement le contrôle inhibiteur, le projet apprentissage exécutif, abrégé APEX, a été élaboré. Ce projet, financé par l'ANR, a été piloté par le LabCD chez les enfants à Caen et chez les adolescents à Paris. J'étais en charge du bras méditation chez les adolescents à Paris dans le cadre de ma thèse réalisée au LabCD sous la direction du professeur Arnaud Kakia. Au total, 105 enfants entre 9 et 10 ans et 91 adolescents entre 16 et 17 ans ont été testés. Ce projet implique l'acquisition de données multimodales. Après avoir été recruté et inclus dans le projet, le participant est testé un pré-test avec une session IRM et par la suite une batterie de tests cognitifs couvrant plusieurs domaines de la cognition. Par la suite, le participant effectue de manière autonome son entraînement sur tablette tactile à raison de 15 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant 5 semaines. Au bout de ces 5 semaines d'entraînement intensif, on le revoit pour une nouvelle passation IRM et aussi une nouvelle batterie de tests cognitifs. À ce moment-là, on réalise aussi un prélèvement salivaire afin d'étudier le lien entre la génétique et la cognition. Les études sont toujours en cours. Pour les adolescents, avant chaque acquisition de données en neuroimagerie ou comportementale, on avait une mesure de glycémie. Le projet était composé de 3 types d'entraînement. Le premier entraînement était celui de la méditation de pleine conscience, qui comprenait 8 exercices de méditation de pleine conscience inspirés du livre Un cœur tranquille et sage de Susan Kaiser Greenland, adapté au jeune public. Le deuxième entraînement était celui du contrôle cognitif ciblant directement le contrôle inhibiteur, avec des versions paramétriques, c'est-à-dire de difficulté croissante, de la tâche Stroop, que j'ai déjà mentionnée, et la tâche Stop Signal, que je décrirai par la suite. L'autre entraînement était un entraînement de contrôle actif, c'est-à-dire des questions de culture générale du type trivia adaptées à chaque tranche d'âge. L'entraînement exécutif via la méditation de pleine conscience repose sur un programme de méditation plus général, c'est-à-dire que le programme proposait des exercices qui touchaient plusieurs facettes de la pleine conscience, comme par exemple le souffle, l'écoute cadencée, l'écoute de son en continu et l'éveil de 5 sens. Parmi les tâches qu'on a effectuées en batterie cognitive, nous allons cibler ici 3 tâches. La première, c'est le Stroop classique, que je vous ai déjà présenté, dit froid.
La deuxième tâche, c'est le Stroop émotionnel dit chaud, qui consiste à inhiber la lecture du mot affiché afin de pouvoir reconnaître l'émotion exprimée par le visage. Et la dernière tâche, c'est la tâche stop signal, dans laquelle le sujet doit répondre selon la direction de la flèche affichée à l'écran avec un bouton réponse, sauf lorsqu'il entend un bip sonore. Et là, il doit inhiber sa réponse. 2 études sont issues de ce projet. Une étude sur un niveau cognitif et une étude sur le niveau physiologique. Au niveau cognitif, il est maintenant admis que la pratique des méditations de pleine conscience influence le CI froid et chaud, et cela a été démontré chez les enfants et les adolescents séparément. L'objectif de cette étude a été d'évaluer les effets de la pratique de méditation sur les dimensions froides et chaudes du CI dans une perspective développementale. Je mets l'accent sur le fait qu'aucune étude à ce jour n'a évalué les effets de la pratique de méditation à la fois sur les dimensions froides et chaudes du contrôle inhibiteur, et cela dans une perspective développementale. Parmi nos hypothèses, nous anticipions que les effets de la pleine conscience et de l'entraînement cognitif seraient spécifiques à l'âge des participants et au type de contrôle inhibiteur engagé. Les enfants s'amélioreraient davantage que les adolescents après les interventions, d'après les données obtenues par la littérature. Au total, 129 participants ont été testés, dont 66 enfants et 63 adolescents. Ils ont accompli une tâche de Stroop dit froid et de Stroop dit chaud en pré- et post-test. Nous observons que les enfants bénéficient davantage des entraînements par rapport aux adolescents. De plus, chez les enfants, on observe un effet positif et spécifique de l'entraînement cognitif sur les capacités inhibitrices froides, mais pas sur les capacités d'inhibition chaude. De même, un effet positif et spécifique de la pleine conscience a été observé pour les compétences de CI chaud, mais pas pour les compétences de CI froid. Cet effet est aussi observé chez l'adolescent, bien que beaucoup plus faible. Ces résultats nous font part d'un effet classique de l'entraînement exécutif. En effet, classiquement, on distingue 2 effets possibles de l'entraînement, l'effet d'amplification et l'effet de compensation. Dans l'effet d'amplification, on observe que les personnes les plus performantes au départ sont celles qui bénéficient le plus de l'entraînement cognitif, en améliorant le temps de réponse. Dans l'effet de compensation, on observe que ce sont maintenant les personnes les moins performantes au départ qui bénéficient le plus de l'entraînement cognitif en atteignant à la fin le même niveau de performance que les personnes les plus efficaces au départ. Dans notre étude, nous avons montré un effet de compensation chez l'enfant ayant pratiqué l'entraînement cognitif, chez l'enfant ayant pratiqué l'entraînement à la méditation de pleine conscience, chez l'adolescent ayant pratiqué la pleine conscience, et aussi en comparant enfants et adolescents. Nous pouvons conclure que la méditation pourrait être bénéfique sur le contrôle émotionnel chez l'enfant en raison de l'impact de la méditation sur les capacités de CI chaud. Ceci serait particulièrement important dans un contexte scolaire afin d'étayer les apprentissages. Chez l'adolescent, plusieurs questions sont soulevées, comme par exemple une question de motivation, d'effet plafond, c'est-à-dire peu de marge pour faire évoluer les compétences de contrôle inhibiteur. En parlant des adolescents, cela nous mène à notre deuxième étude sur le niveau physiologique. Il est maintenant connu que le taux de glucose corrèle avec les compétences cognitives. De plus, un indice des masses corporelles élevé est souvent associé à une performance exécutive affaiblie. En ce qui concerne le contrôle inhibiteur, l'IMC élevé est associé à un contrôle inhibiteur plus faible dans les tâches d'inhibition de la réponse, comme par exemple la tâche stop signal, mais pas dans le contrôle de l'interférence, comme la tâche de Stroop. L'objectif de cette étude était donc d'évaluer de manière exploratoire l'influence des facteurs physiologiques comme le taux de glucose sanguin et l'IMC sur l'efficience du contrôle inhibiteur chez les adolescents avant et après l'entraînement au contrôle inhibiteur et la pratique de méditation de pleine conscience en comparaison à un groupe contrôle. Pour cela, on a testé 91 adolescents
qui ont réalisé une tâche de Stroop classique et une tâche stop signal. De plus, chaque participant a été catégorisé selon son IMC et on a réalisé à la fin une séparation en 3 groupes, c'est-à-dire l'IMC moyen bas, l'IMC moyen et l'IMC moyen haut. Vous pouvez voir la répartition parmi les groupes d'entraînement de l'IMC à l'écran. Les résultats. Donc en pré-test, la glycémie élevée est associée à un score de Stroop moins performant, c'est-à-dire que cet effet est néfaste sur le contrôle de l'interférence chez les personnes ayant un IMC moyen bas. Chez ces mêmes personnes, la glycémie élevée est tendanciellement associée à un score de tâche de stop signal plus performant, c'est-à-dire qu'il y a un impact tendanciellement positif sur l'inhibition de la réponse. En post-test, le niveau de la glycémie est associé à la réussite du Stroop de manière différente selon l'entraînement. En revanche, on a peu de précisions sur le rôle de la méditation dans ce cas-là. Des analyses statistiques plus robustes sont en train d'être faites en ce moment. Nous pouvons conclure que les facteurs physiologiques comme le glucose et l'IMC sont associés aux performances de CI et interagissent avec l'entraînement exécutif. De plus, peut-être le stress est à l'origine du décalage observé pour l'effet du glucose élevé sur le contrôle de l'interférence et sur l'inhibition de la réponse. Cela ouvre une perspective de recherche sur le rôle de la méditation dans les états de stress. C'est-à-dire que peut-être que les personnes ayant un IMC faible sont plus sensibles à la pratique de méditation afin de contrer les effets néfastes du stress sur la cognition. De plus, on est dans cette étude aussi limité par les petites tailles des sous-groupes de l'IMC. Pour conclure, on peut se demander, la méditation entraîne-t-elle le CI ? Étayé par nos études, le CI s'améliore à la suite d'un programme de méditation de pleine conscience chez l'enfant. Cette amélioration est observée spécifiquement sur les compétences de CI chaud et cet effet est modulé par des facteurs physiologiques comme le glucose et l'IMC. De plus, notre première étude soutient l'hypothèse de compensation. Cette hypothèse de compensation ouvre des perspectives intéressantes de recherche sur l'entraînement des fonctions exécutives chez l'enfant, qui peut potentiellement limiter les inégalités précoces en avantageant les moins favorisés. Pour d'autres recherches, il serait aussi important de prendre en compte les aspects socio-économiques et culturels qui peuvent impacter la réceptivité à l'apprentissage. Des perspectives sociétales émergent à l'école. À l'école, la méditation de pleine conscience peut avoir des effets positifs sur la régulation émotionnelle, influençant le climat général et étayant aussi les apprentissages. Mais ces pratiques doivent être très encadrées afin d'éviter des dérives sectaires et aussi des effets secondaires qui ont déjà été rapportés dans la littérature. Quoi qu'il en soit, du point de vue de l'entraînement exécutif, la méditation de pleine conscience semble être très prometteuse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et très complémentaire à la première de cette série de conférences. On a le temps pour des questions. On est très bien. Donc, il y a 2 volontaires qui vont faire circuler des micros et vous pouvez lever vos mains pour... Bonjour, c'est quoi les effets secondaires de la méditation que vous redoutiez dans la conclusion ? Alors, il y a une étude récente de 2022 qui a indiqué que les personnes ayant des troubles de l'humeur non diagnostiqués mais émergents peuvent avoir une rumination mentale très présente après une pratique de méditation et aussi avoir des états de dépression qui sont empirés. Sachant que cette méditation, elle a été encadrée par des enseignants. Donc, ce sont des personnes qui ont été formées pour pratiquer la méditation en cours.
on dit que à la fois la méditation, elle peut être bénéfique pour les personnes ayant des cas dépressifs, mais dans ce cas-là, il faudra que cette méditation, elle soit encadrée par des professionnels vraiment formés, pas dans le cas d'une étude. Dans le cas des adolescents de cette étude que j'ai mentionnée en 2022, c'était des enseignants formés qui ont passé une formation de quelques semaines à la méditation afin de pouvoir la pratiquer en cours. Donc, c'est à voir si ça dépend de la méditation ou du type de pratique qui a été réalisé avec ces adolescents. Bonjour, je n'ai pas très bien compris l'effet. C'est où? Je n'ai pas très bien compris l'effet de compensation. Ah oui. Est-ce que vous pourriez donner des exemples? Oui, d'accord. Donc, par exemple, dans cette étude, on a vu que les personnes qui avaient le contrôle inhibiteur le moins efficace au départ sont les personnes qui améliorent le plus leur temps de réponse après les interventions. Donc, par exemple, les personnes ayant des scores de troubles émotionnels les moins performants en pré-test sont ces personnes-là qui s'améliorent à la suite de l'intervention, par exemple, de pleine conscience, en atteignant le même niveau que des personnes, par exemple, qui avaient de bons scores au départ. Je sors un petit peu du cadre de votre recherche, mais justement, pour travailler sur les troubles de l'attention, est-ce que justement une thérapie par la méditation pleine conscience a montré ses preuves? Oui, dans la littérature, il y a plusieurs études qui montrent un effet positif de la méditation de pleine conscience chez l'enfant souffrant de TDAH. Oui. Après, comme je vous ai dit, cette pratique, elle doit être encadrée. C'est une des préconisations de cette étude que j'ai mentionnée, parce que pour le trouble spécifiquement, il faut que le professionnel soit suffisamment formé pour pouvoir repérer des effets secondaires imminents, par exemple. Je suis un praticien et j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'en effet, dans ces séances précédentes et le vôtre, vous parlez essentiellement de technique et de la connaissance de technique. Et en fait, la méditation, c'est technique, mais aussi c'est un état. Ceux qui connaissent le bouddhisme, c'est le 6e paramita, donc la perfection de la sagesse. Et en fait, je crois que dans la méditation, c'est ce 2e qui pèse le plus. Et donc, je vous l'ai déjà dit aux précédentes interventions, que c'est une très grande expérience de plusieurs années et des années et des années. On sait que les maîtres tibétains ou indiennes, ils pratiquent ça depuis petite enfance. Et en fait, une haute conscience quand on se réveille et on s'éveille. Et que ce qui serait important, c'est que vous essayez d'entrer tout cet aspect-là dans la technicité, parce que si c'est bien animé, avec bienveillance, avec écoute, avec amour et avec compassion, dans nos langages habituels universitaires, peut-être avec notre empathie, qui ne sont pas tout à fait des mots et des actions habituelles de nos jours, malheureusement. C'est pour ça qu'on devient assez inhumain dans nos approches. En fait, on comprendra que c'est extrêmement important que les animateurs ou médecins ou techniciens ou les neuropsy devraient passer par là. Et personnellement, moi, j'ai été examinée dans les années 80 par l'Institut de recherche INSERM pour la méditation, le yoga, la relaxation. Il y avait toute une étude très intéressante. Et depuis, il n'y a pas très longtemps, quelques années, j'ai eu un accident de voiture où j'ai eu un coup dans la tête. Et donc, j'ai développé tout ce qu'on appelle le syndrome des exécutives. Et je cherche désespérément une recherche qui relie ces deux-là. C'est que pour un méditant qui a un potentiel élevé, et aussi j'anime tout ça,
Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les exécutifs? Et j'aurais dû être guérie beaucoup plus vite. Et comme je suis entrée dans les recherches techniques, les médecins n'étaient conscients de rien du tout. Donc, il faudrait vraiment relier ça. Et puis, par rapport au monsieur qui a demandé tout à l'heure, il est parti. La méditation, au début, il ne faut pas faire 1 heure, parce qu'on perd de goût. Mais petit à petit, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et avec vraiment une approche, peut-être pas forcément religieuse, mais une approche de l'esprit, donc la connaissance de l'esprit. Et c'est cette partie-là qui est extrêmement difficile. Et c'est cette partie-là qui ne peut pas être enseignée en 8 semaines. Et c'est cette partie-là qui nous relie quelque part. Pour être relié à l'intérieur de nous, il faut qu'on soit relié entre le ciel et la terre, ou la terre et le ciel. Et aussi horizontalement. Donc ce lien intrinsèque, pour recouper tout dont vous parlez tous les deux, c'est super important. Donc cette partie-là, j'aimerais bien, ma question, comment vous entraînez ça dans vos recherches, dans vos pratiques? Alors, est-ce que j'étais assez claire? Oui, parce qu'à la fois, je ne suis pas native française, vous avez compris, mais pire, j'ai eu les exécutives un peu abîmées par un gros trauma crânien. Merci. Alors, je pense avoir les éléments pour répondre à votre question. Tout d'abord, je pense que ici, le sujet de mon intervention était vraiment l'entraînement exécutif via la méditation de pleine conscience, ce qui diffère de la pratique de pleine conscience qui est très large. Donc, par exemple, le taux d'entraînement ici a été choisi en fonction des recherches sur l'entraînement exécutif qui montrent, par exemple, des effets sur la cognition à partir de 3 semaines. Donc, nous, on a choisi de faire 5 semaines d'intervention, ce qui est un peu plus large que ce qui a été établi comme le minimum par la littérature, mais 5 semaines de méditation reste peu pour une pratique vraiment robuste de méditation. Par contre, il existe dans la littérature actuellement des études, notamment menées par Tang et collaborateurs aux États-Unis, avec une pratique qui s'appelle IBMT, c'est une pratique de méditation qui s'appelle IBMT, où on a des effets de la méditation sur 1 semaine. Donc, c'est une méditation très intensive qui permet d'éveiller les fonctions exécutives avec très, très peu de temps. Donc, pour parler plus de la méditation dans l'aspect relié à soi, je pense que tout dépend aussi de l'intensité de cette pratique, de la malléabilité du cerveau. C'est pour ça que la méditation, elle est très bénéfique chez les enfants, mais pas aussi bénéfique chez les adolescents. Les résultats chez les adolescents, ils sont contradictoires. Parfois, on a des résultats où on voit des vrais effets de la méditation, mais parfois non. Et chez les personnes âgées, ça dépend beaucoup aussi. Donc, ça dépend à la fois de l'intensité de la pratique, de la malléabilité du cerveau, et aussi d'un autre aspect que je n'ai pas abordé ici, mais qui a été abordé dans ma thèse, c'est celui de la pleine méditation très haut état. C'est-à-dire que certaines personnes ont la capacité de se mettre facilement en état méditatif, alors que pour d'autres personnes, cela va entraîner un coût cognitif très important. Donc il faudra faire des efforts et fournir des efforts beaucoup plus importants. Donc en prenant tout ça en considération et en faisant une pratique plus longtemps, pour plus longtemps, c'est possible, on va dire, de se relier à soi-même, notamment avec des exercices sur la compassion, la régulation des émotions, se connaître pour connaître l'autre. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps pour une dernière petite question rapide avant de passer à la prochaine. Oui. Ah pardon, j'avais pas vu. Allez-y. Merci pour cette présentation. J'ai pas très bien compris le lien entre l'IMC, enfin le rôle que joue, comment l'IMC pourrait jouer un rôle en fait par rapport au contrôle inhibiteur. Alors, les aspects physiologiques, ils vont jouer un rôle de par les réserves de glucose et les réserves physiologiques, on va dire comme ça, disponibles pour les fonctions de haut niveau. En gros, les fonctions de haut niveau demandent un apport de sucre très important et cela va dépendre aussi des réserves présentes dans votre organisme.
Donc tout est lié de manière indirecte. Et par exemple, dans la littérature, on voit que les personnes ayant un IMC élevé ou les personnes étant obèses ont des fonctions exécutives souvent moins performantes que les personnes ayant un IMC normal. Donc la question qu'on s'était posée, c'est lorsqu'on part d'un IMC moyen, donc on ne part pas dans des extrêmes, ni un IMC trop bas, ni un IMC trop élevé, est-ce qu'on observe quand même un impact sur les performances de contrôle inhibiteur et aussi sur la réceptivité à cet apprentissage? Et donc on a vu qu'il y a un effet sur le contrôle inhibiteur, mais cet effet dépend du type de contrôle inhibiteur engagé. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un coût cognitif plus important, par exemple, dans le contrôle de l'interférence en comparaison à l'inhibition de la réponse. Peut-être que le contrôle inhibiteur dit cognitif, il est plus coûteux que le contrôle inhibiteur dit moteur. Voilà. Et donc peut-être qu'il fait appel à des ressources physiologiques comme le glucose et aussi les réserves de sucre dans l'organisme. Je ne sais pas si c'était